Alors ce changement de nom, ça a inspiré évidemment les éditorialistes. Évidemment. C'est quasiment le sujet unique ce matin. Le Front National, ils étaient tous à attendre le nom avant de rendre leur édito, bien sûr. Donc ils sont tous là. Alors vous avez cité la une de Libération, Rassemblement National, qui traduit quand même très très bien le sentiment général. Dans la Nouvelle République, Denis Domain écrit « Exit le Front Nat, voici le Rassemblement National qui n'est ni tout à fait l'un ni complètement l'autre. » Pas peu fier de sa trouvaille, Marine Le Pen a longuement justifié dimanche l'articulation de ce laborieux hybride par la nécessité de changer, de se renouveler, de séduire d'éventuels alliés sans cependant se renier. Carpe lapin, nous dit Denis Domain. Exploit de contorsionniste, ce RN qui fait songer à nos glorieuses et prometteuses routes nationales doit dérouler un billard impeccable asphalté vers le pouvoir. Bon, dans la République des Pyrénées, on lit surtout que le congrès de Lille était l'occasion de tirer les enseignements de la défaite, de proposer une vision d'avenir, au lieu de quoi Marine Le Pen s'est livrée à une fresque historico-lyrique faisant remonter la différence entre mondialistes et nationalistes, alors bien avant ce que vous disiez, 2011, etc., à Abel et Caïn, le nomade et le sédentaire, pour parachever son discours par la révélation de son nouveau nom. Bref, tout ça pour ça, nous dit la République des Pyrénées. C'est d'ailleurs le terme qu'on retrouve un peu partout dans les éditoriaux. Et dans Sud-Ouest, Bruno Dive, évidemment, note ce que vous avez remarqué aussi. Le front passait pour trop guerrier. Le Rassemblement est certes plus consensuel, mais le Rassemblement national évoque fâcheusement le Rassemblement national populaire de Marcel Déat. Alors lui dit c'est sans doute pas voulu, enfin c'est surtout un manque de culture historique terrifiant. Alors dans le Midi Libre, Yann Marek dit changer de nom, c'est la tentation facile de travailler uniquement la surface. Le fond reste le même. Et là aussi, on l'a tous remarqué, dans le Républicain Lorrain, Pierre Fréhel dit ravalement de façade. Et nouveau nom pour le parti qui sera à son service exclusif sous les signes d'une sérieuse reprise en main. C'est-à-dire le but c'est quand même de rester verrouillé. Et puis surtout le ravalement, il est un peu raté. Eh bien à cause, nous dit Paris-Normandie, de cette sortie filmée d'un jeune cadre du parti qu'il est difficile de changer le sens des rayures du zèbre. Et oui. Bon, alors dans est-ce que les rayures sont blanches ou est-ce qu'elles sont noires? C'est toute la question. C'est blanc au FN. Dans l'Humanité, Patrick Appel-Muller élargit quand même un petit peu le problème. Il écrit certes, Marine Le Pen a perdu du crédit, mais elle juge avec les siens que la brutalité du capitalisme mondialisé, le libéralisme autoritaire d'Emmanuel Macron et l'affaiblissement d'une gauche combative et rassemblée lui donneront la possibilité de surfer sur la vague brune qui a déjà maculé l'Italie, l'Autriche, la Hongrie. Voilà pourquoi, nous dit l'Humanité, elle modère son discours anti-européen. Et c'est pour ça qu'il faut aller regarder l'article de l'Opinion, très intéressant, c'est sans doute le plus fourni sur cette question-là et notamment sur l'intervention de Steve Bannon. Parce que c'est très intéressant, il souligne le fait que Steve Bannon défend un populisme mondial. L'axe droite-gauche, a-t-il déclaré devant le Front National, est une invention de l'establishment et des médias pour vous empêcher d'arriver au pouvoir. Et ça va être tout le problème en fait du Front National dans les années qui viennent. D'ailleurs, on le voit bien dans l'article, c'est-à-dire que les réactions sont mitigées parce qu'il y a ceux évidemment qui veulent s'ancrer à droite, élargir la droite en parlant à Wauquiez. Puis il y a Nicolas Bay qui commente si demain on a le même champion à gauche, par exemple du mouvement 5 étoiles en Italie, nous l'inviterons aussi. Donc à droite, à gauche, ailleurs. C'est ça le sujet crucial. Est-ce que vous avez compris, Olivier Gracia, sur le fond, sur les questions européennes, par exemple, ou sur la sortie de l'euro, où on en est aujourd'hui au Front National? C'est quoi les positions maintenant que Fernand Philippot est parti? Natacha Polony a raison, c'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, l'Europe ressemble de plus en plus à Marine Le Pen. Donc finalement, son intérêt aussi, c'est de ne pas être isolé, mais au contraire de trouver des alliés en Autriche, en Italie, et ailleurs. Et en effet, les Anglais ont fait ce premier pas du Brexit, donc d'une exclusion un peu égoïste de l'Europe. Et par la suite, évidemment, le rêve de Marine Le Pen, c'est que tous les pays tombent un par un et peut-être que la France soit la dernière partie sur l'échiquier à tomber entre les mains, en effet, d'un populisme qui n'a plus tellement de couleur politique aujourd'hui. Marine Le Pen qui précisera peut-être les choses sur ce plan-là ce soir chez David Pujadas. On rappelle quel est son invité à 19h30 sur l'antenne de LCI. Autant vous dire qu'il y a énormément de questions à lui poser, notamment sur la vidéo. Elle n'a pas encore réagi à ma connaissance, Julien, je parle sous votre contrôle, sur ce qui s'est passé. Elle le fera ce soir. Le FN qui reste fidèle à ses fondamentaux, en tout cas Natacha, à savoir l'immigration. Et sur ce sujet, il y a, sur ce sujet, ses conséquences larges, on va dire. Il y a l'article du Figaro à Trappes aujourd'hui, article passionnant. Article d'autant plus passionnant qu'on a longtemps craint d'aborder ces sujets-là en disant ça fait le jeu du Front National. Or, c'est justement de ne pas en parler qui a fait le jeu pendant des années. Donc là, le Figaro nous parle de Trappes. Ça s'intitule « Une radicalisation galopante ». En fait,
Le Figaro rappelle le discours au préfet d'Emmanuel Macron le 5 septembre dernier, qui parlait déjà de Trappes comme laboratoire de la lutte contre l'islam radical, puisqu'il y a un véritable programme, et visiblement Emmanuel Macron y tient beaucoup, puisqu'il en a de nouveau parlé le 18 octobre. Mais en fait, la situation serait pire que jamais, nous dit le Figaro. Il y a une note blanche des renseignements, des renseignements qui ont été glanés auprès des services de l'État, des milieux associatifs, et qui racontent un état catastrophique, quoi. 400 personnes inscrites dans les Yvelines au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation. Des profils d'ailleurs, et ça c'est très intéressant, des profils qui souvent sont passés par des épisodes dépressifs, de la drogue, pour les jeunes filles des abus sexuels et qui conduisent au basculement. Près d'une sur deux, victime d'abus sexuels. Et ensuite, on constate qu'à Trappes, c'est la loi du silence qui règne. C'est-à-dire que la note parle de commerce qui finance le radicalisme, d'un prosélytisme social, en fait, avec une aide à payer les factures, des choses, le coup classique, évidemment. Et puis, le rôle des jeunes qui sont de retour de Syrie. Et en fait, alors, on parle aussi de l'augmentation de la pratique du ramadan, du refus croissant de participer à certaines activités scolaires, comme le chant pour les jeunes filles. Et surtout, l'article parle de provocation et de contrôle social de la part des jeunes gens sur tout le reste de la communauté, c'est-à-dire quelque chose qui est en train de créer un séparatisme total. Donc il faut absolument que le plan Trappes d'Emmanuel Macron marche. Ouais. Mais ça n'existe pas qu'à Trappes. Et le problème, ça a été le véritable négationnisme qui a sévi dans certains mouvements politiques sur cette affaire. Ou les petits arrangements locaux aussi de certains élus. Bien sûr, il y a une élue du PS il y a quelques années qui l'avait dénoncé en disant que pour s'assurer des voix aux élections locales, on faisait du deal de bulletins de vote quasiment pour vous m'assurer les votes de votre communauté et en revanche je ferme les yeux sur ce que vous faites. Exactement. Allez, on trouve aussi nos mauvaises habitudes dans la presse, Natacha, ce matin. Et oui, le Parisien, on ne mange plus, on grignote. Alors c'est associé à l'idée de plaisir, au besoin de décompresser. Il y a les Français maintenant sont passés à l'apéritif dînatoire. Il y en a 22,5% qui prennent des encas le soir ou la nuit avant de se coucher, vous voyez, ou au milieu de la nuit. Donc le problème, c'est que c'est en majorité des produits industriels, des sodas, de l'alimentation hautement transformée, dont des trucs catastrophiques. Quand on se dit que le repas gastronomique des Français, c'est-à-dire entrée, plat, dessert, à table, ensemble, a été classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ça devient de plus en plus immatériel. Ça crée de l'obésité. Mais bien sûr que ça crée de l'obésité. L'article du jour, s'il y en avait qu'un seul à retenir, Natacha, ce serait lequel? Il n'est pas sans lien avec ça, même s'il est plus vaste. Il est dans le monde. Voyage au pays où l'austérité réduit l'espérance de vie. C'est en Grande-Bretagne. Vous avez des enfants qui sont nourris gratuitement à la cantine le midi, donc en période de vacances scolaires. Ils ne mangent plus le midi. Leur seul repas, c'est un kebab ou un plat cuisiné acheté le soir. Donc de l'obésité, des cancers, des maladies cardiovasculaires. Dans les régions les plus pauvres, l'espérance de vie saine est de 55 ans. Alors Michael Marmot, qui est professeur de santé publique, dit on observe le décrochage en 2010, c'est-à-dire au moment où se lisent les conséquences de l'austérité. Par exemple, le budget d'aide aux personnes âgées est en baisse de 6% au Royaume-Uni depuis 2010. Donc, obésité, cancer, diabète sont les conséquences de la malbouffe et de la pauvreté. À lire dans Le Monde. Merci beaucoup, Natacha.